Bien, alors effectivement, nous avons deux prix importants, celui du SBF 80 et Grand Prix de l'AG. Alors peut-être quelques éléments clés de lecture aussi, parce qu'il faut quand même bien voir que pour arriver à ces prix, le jury travaille de façon très active. Et puis nous avons eu beaucoup de débats, donc c'est pas toujours simplement l'application de critères, c'est aussi en fait une réflexion. Alors quelques éléments clés évidemment pour la détermination de ce prix et qui caractérise un peu la saison des AG 2015. Cette année, plus d'ouverture en fait des discours et notamment à l'ensemble de l'écosystème des entreprises. Et puis le fait que nous avons tous essayé d'insister un peu sur les tendances, les grandes tendances. Et on est en fait à l'aube d'une transformation. Nous le sentons, on a parlé beaucoup de globalisation, mais elle est déjà un peu derrière nous. C'est un fait. Ce que nous constatons, c'est la digitalisation du monde et donc cette transformation des entreprises par le biais de la digitalisation. C'est deux grandes tendances qui sont vraiment apparues cette année et qui, à mon avis, vont continuer à être débattues de façon très importante dans les assemblées. Et puis, quelques discours aussi, ça c'est un point un peu nouveau, sur les enjeux de communication et de marketing, qui sont en fait des enjeux croissants, et sur l'importance de la relation client. Là aussi, en fait, il faut mettre en regard la digitalisation et la relation client. Digitalisation va en fait court-circuiter complètement la relation client entre le client final et l'entreprise. Et ça, c'est en fait une prise de conscience que je pense toutes les entreprises ont commencé à avoir. Alors ça, c'est un peu le contexte. Puis maintenant, les prix, pour lancer le débat. D'abord, Suez Environnement. Le jury a beaucoup apprécié la précision de la présentation du business model de Suez Environnement, avec notamment la mise en perspective de ces grandes tendances. Et puis aussi la mise en valeur du rôle et de la place des parties prenantes du groupe. C'est vrai que Suez est dans un métier très lié à l'autre, à l'environnement, aux écosystèmes. Donc le choix avait été fait de mettre en valeur le rôle et la place de ces parties prenantes. Une petite mention sur la qualité de l'accueil des actionnaires en AG. Ça, c'est un point relativement important. On le sait bien aussi chez nous à l'Air Liquide. Un actionnaire qui arrive en assemblée, son premier contact avec l'entreprise, c'est l'accueil. Et il doit se sentir chez lui. Et donc, les entreprises qui font un effort pour cet accueil sont des entreprises sensibles à la relation avec l'actionnaire. Et enfin, le point de la pédagogie dont on parlait tout à l'heure et qui a été particulièrement remarqué par le jury. Et puis je vais passer peut-être à Technip, puisque nous avons les deux entreprises récompensées. Le jury a noté l'audace. L'audace, notamment dans le format de l'Assemblée générale, puisque cette Assemblée a été marquée par de nombreuses interventions d'experts, et puis aussi par le fait que Technip a utilisé énormément de supports différents pour faciliter la compréhension par les actionnaires à la fois des métiers et du contexte. Et on sait que le contexte n'est pas facile, on sait que le pétrole et le prix du pétrole jouent un rôle évidemment très très important. Donc c'était particulièrement sensible pour Technip d'arriver à expliquer un petit peu comment l'entreprise se préparait et vivait cette transformation du contexte économique. Grande qualité de la présentation financière, donc ça c'est un autre élément que vous pourrez, Thierry, repasser aux équipes en les félicitant, et notamment tourner vers la création de valeur, et ça c'est un point relativement important. On est de plus en plus en fait à rechercher l'explication de pourquoi on crée de la valeur. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas le chiffre d'affaires, mais c'est beaucoup plus la façon dont une entreprise crée de la valeur pour les parties prenantes, pour les actionnaires, mais également pour les parties prenantes. Gestion des risques, Caroline vous en avez parlé, là aussi mise en avant chez Technip, et ça je crois que c'était un des points que le jury avait cherché aussi à noter au niveau des assemblées, un critère qu'on avait défini, et enfin la qualité des relations avec les actionnaires. Alors je vais peut-être commencer le débat avec Suez et demander à Jean-Louis de savoir comment finalement il a envisagé pour son assemblée cette question des écosystèmes et de la relation de l'entreprise avec ces écosystèmes. Et comment finalement communiquer ces notions-là aux actionnaires en assemblée.
Comme tu l'as très bien dit, en fait, nous sommes soumis à des modifications de business model et d'environnement qui sont extrêmement fortes. Et tout l'enjeu de notre Assemblée, c'était d'expliquer à nos actionnaires, et en particulier les actionnaires individuels, comment nous allions procéder pour finalement faire face à ces modifications et transformer ces risques en opportunités. Et donc, à la fois la clarté du modèle que nous voulions mettre en place, les méga-trends qui étaient à l'œuvre dans nos métiers, on en a parlé d'un certain nombre, et en même temps la relation que nous voulions avoir avec les parties prenantes, tout ceci faisant un tout et permettant d'expliquer de manière, en tous les cas, la plus simple possible, comment nous envisagions les évolutions de l'entreprise, vers quoi nous allions et comment nous pensions transformer l'entreprise dans les années qui venaient. Et c'était ça, au fond, l'enjeu de notre Assemblée, plus que les chiffres, puisque les chiffres étaient déjà connus et avaient été plutôt bien reçus au moment de la publication de nos comptes. Et c'est pour ça que l'identité visuelle et le changement de l'identité visuelle a été un élément important, parce que c'est quand même un élément important dans la vie d'une entreprise. Alors, absolument. Le changement d'identité visuelle venait, c'est un complément de la stratégie très, très important qui consistait à dire que Suez, ayant une très longue histoire, 150 ans d'histoire, ou en tous les cas quasi 150 ans d'histoire, travaillant avec des marques très différentes, Lyonès des Eaux, Cita, etc., United Water aux États-Unis, Akbar en Espagne, nous en avions une quarantaine. Comment il y a eu une réflexion qui a été faite pendant à peu près 18 mois dans la société pour savoir s'il ne fallait pas passer à ce que nous avons appelé la marque unique, c'est-à-dire plus qu'un changement de nom, c'était une marque unique. Et effectivement, à la fois l'ensemble des parties prenantes, nos clients, mais aussi nos salariés, ceux qui nous regardent, d'une manière générale, nos actionnaires, tout le monde, au fond, trouvait que passer à la marque unique, c'était un moyen extrêmement fort d'affirmer l'identité de l'entreprise à un moment où des changements forts dans la manière dont il fallait appréhender nos marchés arrivaient. Et donc, effectivement, ça a été un des grands sujets de l'Assemblée générale. Alors, nous avons deux entreprises ici extrêmement différentes par leur métier et même par les marchés sur lesquels elles sont cotées. Alors peut-être première question, est le SBF 80, dans le cadre duquel est coté Suez Environnement, et peut-être aussi le président de la DFCG interviendra-t-il sur ce sujet. Est-ce que ceci doit être considéré comme une phase transitoire dans l'évolution d'une entreprise et de sa présence sur les marchés? Vous qui avez connu, vous le rappeliez, Jean-Louis Chaussade, ce processus de scission qui vous a conduit directement sur le marché avec vos 300 000 actionnaires, quels sont les progrès que vous vous assignez pour progresser en termes de bonne appréciation par les marchés? Et puis peut-être une question complémentaire. Alors j'ai recherché les aspects qui pourraient être communs aux deux sociétés. Moi, je n'ai guère trouvé que le nom de Suez, parce que c'est une infrastructure d'accès à une région du monde où Technip est particulièrement bien implanté historiquement. Mais je n'ai guère trouvé d'autre chose. Peut-être serez-vous plus imaginatif. En tout cas, pour Technip, compte tenu de la cyclicité que soulignait à juste titre Benoît Potier, du fait que votre activité est particulièrement sensible à la situation macroéconomique du monde dans lequel nous vivons, comment faire partager à une assemblée générale cette pédagogie si difficile, puisque vous êtes quelque part à la rencontre entre la géostratégie et les techniques les plus sophistiquées, les plus développées. Donc, comment tout cela peut-il, au-delà des
des situations instantanées devenir une matière familière pour les épargnants, pour les assemblées générales, pour les marchés financiers. Oui, vas-y. Être au CAC 40, ce n'est pas une finalité en soi. Bien entendu, pour des raisons, j'allais dire, de meilleure connaissance de l'entreprise et probablement de meilleure valorisation de l'entreprise, être au CAC 40, c'est mieux. Mais quand je regarde la valorisation de Suez Environnement aujourd'hui, Suez Environnement vaut à peu près entre 9, ça dépend bien sûr du cours de bourse, mais aux alentours de 9 milliards d'euros. En fait, à 100%, nous sommes parmi les 40 grandes valorisations françaises. Il se trouve que nous avons des actionnaires qui sont stables. Je ne rentre pas dans les détails. C'est ça qui fait qu'on n'est pas au CAC 40. Donc c'est pas, je ne vis pas tous les jours en me disant il faut absolument que tu rentres au CAC 40 demain. C'est absolument pas ça. Non, je vis au quotidien en me disant comment je fais pour améliorer la rentabilité de mon entreprise, pour améliorer aussi sa fonctionnalité, satisfaire mes clients parce que c'est eux qui me font vivre et bien entendu aussi satisfaire, je dirais, en tous les cas, vivre en harmonie avec les 80 000 collaborateurs de Suez Environnement qui sont quand même sa grande richesse. Donc c'est plutôt ça mes préoccupations que de revenir au CAC 40 qui se fera d'une manière ou d'une autre peut-être naturellement de toute façon, et en toute façon c'est pas un objectif je dirais qu'on s'assigne. Nos métiers, pour les faire apprécier à nos actionnaires, ça peut paraître assez difficile a priori puisque nous réalisons des très grands projets pour les grandes compagnies pétrolières et gazières et donc on est vraiment dans le B2B, on n'a pas un très grand nombre de clients et ces réalisations sont extrêmement techniques. Alors je pense que ce qu'on a essayé de prendre en compte justement au cours de l'Assemblée Générale mais aussi au cours des différents échanges avec nos actionnaires, avec les parties prenantes, c'est d'essayer de voir comment on peut expliquer nos métiers à travers, vous mentionniez un nombre de supports que nous avons utilisés pendant l'Assemblée Générale, à travers quelques échanges qui expliquent les conditions, que ce soit les conditions techniques, météorologiques, puisqu'on est en train en ce moment de construire une très grande usine de liquéfaction dans le nord de la Sibérie, où on peut très bien aller construire des systèmes sous-marins à plus de 3000 mètres de profondeur. Et donc, ce que nous avons fait, c'est faire intervenir, non seulement au cours de l'Assemblée Générale, mais à travers tous les échanges que nous avons avec nos actionnaires au cours de l'année, nous faisons intervenir non seulement les financiers, la direction, etc., mais aussi plusieurs forums où les gens qui peuvent démontrer la passion qu'ils ont pour les projets viennent expliquer de manière assez simple, mais avec tous les détails qui vont bien et puis toute la passion qui va bien, expliquer qu'est-ce qu'est notre métier. Et du fait que nous sommes dans les grands projets, et c'est d'ailleurs le point commun, vous parliez, sénateur Marini, quel est le point commun entre Suez Environnement et Technip, nous sommes tous les deux dans les grands projets. Pas tout à fait les mêmes types de projets, mais avec les mêmes types d'enjeux. Certains de ces projets sont des projets qui doivent être pris de manière forfaitaire dans des environnements très divers. Je parlais du Moyen-Orient, vous parliez du Moyen-Orient, je parlais de la Sibérie, du Brésil, etc. Et donc, où il y a un certain niveau de prise de risque. Et ce que l'actionnaire, je pense, a besoin de comprendre, c'est comment nous gérons ces risques. Et en fait, une partie de la présentation à l'Assemblée Générale était là pour essayer pour l'actionnaire de passer le message sur comment nous gérons les risques dans la durée, et en particulier le risque géopolitique et le risque de cyclicité. Maintenant, le risque de cyclicité dont vous parliez, en particulier avec les prix du pétrole ou du gaz, il y a une certaine élasticité, puis il y a un moment où l'élasticité n'est pas suffisante, et alors à ce moment-là, on doit prendre d'autres mesures. Mais l'idée, quelque part, c'est d'avoir une entreprise qui soit extrêmement large en termes de solutions, et puis qui soit extrêmement agile, parce que les régions du monde, en particulier dans le monde pétrolier et gazier, vont se développer à des vitesses très différentes, et parfois avec des contrastes très différents d'une région à l'autre. Et donc il faut que Technip soit extrêmement proche de ses clients et extrêmement réactif pour pouvoir s'adapter, en particulier parce que nous sommes dans un environnement qui va devenir de plus en plus concurrentiel, puisque les grandes entreprises pétrolières nationales, et donc avec leur
leurs sous-traitants, etc., ont tendance à prendre le dessus, particulièrement dans les périodes de crise, par rapport aux entreprises internationales. J'ai un complément peut-être à faire sur ce qui peut lier ces deux entreprises. Finalement, vous intervenez dans l'énergie et l'environnement. Et en fait, ces thèmes sont de plus en plus liés. Ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir si vous avez constaté cette année, dans un cadre qui est quand même celui de l'organisation du COP21 à Paris, donc avec une focalisation sur ces sujets beaucoup plus importante, et avec des transformations extrêmement profondes sur qu'est-ce que sera le mix énergétique dans le futur et comment les questions d'environnement vont en fait influencer l'évolution du monde pétrolier, du monde gazier ou des énergies renouvelables. Est-ce que vous avez senti, de la part des actionnaires, au travers des questions et des débats en assemblée, que cette transformation du monde énergie et environnement est en train de s'effectuer, que les actionnaires ont des questions profondes à poser, ou est-ce qu'on est encore un petit peu au début de cette transformation? Voilà, je peux répondre assez rapidement. Beaucoup des actionnaires ne sont pas suffisamment des actionnaires long terme pour se poser la question, qu'on soit très clair. Donc en fait, on a relativement peu de questions sur le très long terme et le mix énergétique dans le très long terme. On a des questions qui sont plus sur la stratégie pour nous adapter, comme le disait le sénateur, à un environnement qui peut être beaucoup moins prévisible et du fait des effets géopolitiques ou autres. Et les préparations à la COP, je pense qu'on met beaucoup d'accent sur les énergies renouvelables en ayant tendance parfois à aller un tout petit peu trop vite sur la mise en œuvre de solutions qui ne sont très très loin d'être optimisées. Et en fait, là, s'il y a un message ou un rôle que l'on peut continuer à apporter, c'est de dire qu'il faut quand même passer suffisamment de temps avec une R&D bien financée avant de lancer des grands programmes industriels qui requièrent des subventions trop importantes. Et aujourd'hui, je pense que ça, c'est un des messages que nous essayons de passer. Investissons plus dans la R&D avant de déployer des systèmes qui sont suboptimaux. En termes de gouvernance, on a effectivement un problème clé qu'on voit bien dans cette recherche de compétitivité et d'investisseurs long terme dans des secteurs qui évoluent profondément, où les décisions impliquent probablement quelquefois des arbitrages entre des rentabilités immédiates et des investissements à long terme. Qu'est-ce qu'à votre avis, tous les deux, on pourrait faire, ou en termes de gouvernance, de conseil, de communication, on pourrait faire pour favoriser plus le long terme? Alors, il y a des actions immédiates. Certains disent on arrête les short-time guidance. Comment faire pour dialoguer avec ses actionnaires, éduquer le marché, pour vraiment faire réaliser que les transformations sont majeures en ce moment dans l'environnement dans lequel on vit? Oui. Oui, alors deux réponses. Sur la première question, nous, c'est très très clair. Les grands trends de la COP21, du changement climatique, nous impactent directement. Moi, je suis de ceux qui pensent, je l'ai dit, que la première manifestation du réchauffement climatique, ça va être la pénurie d'eau. On sait qu'en 2030, il y a 40% de la population mondiale qui va vivre dans des zones de stress hydrique. Et ça a des impacts considérables sur nous et donc et sur ce que nous devons faire dans les 20 ans qui viennent. Et donc ça, nous l'avons transmis à nos actionnaires qui le comprennent très très bien. Sur les problématiques long terme versus court terme, alors moi j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai un actionnaire de référence. Ça m'empêche peut-être d'être au 440, mais peut-être que ça me permet d'avoir une vision long terme avec lui. Et je dirais que l'équilibre, me semble-t-il, c'est qu'on arrive à avoir suffisamment d'actionnaires long terme pour qu'on puisse à la fois combiner une vision long terme avec une vision court terme. Parce que si c'est la vision long terme, ça consiste à perdre de l'argent pendant 10 ans, personne n'acceptera, même un actionnaire long terme. En revanche, se dire qu'on fait un peu plus de recherche et développement, qu'on a une rentabilité immédiate légèrement plus faible, mais qu'on s'engage sur le long terme à une série d'objectifs qu'il faut atteindre, et ça, dans le cadre, je dirais, d'un accord avec ses actionnaires, en ce qui nous concerne, c'est très exactement ce que nous recherchons. C'est pour ça que garder sa base actionnariale de 300 000 actionnaires individuels, plus les grands actionnaires, c'est absolument indispensable pour Suez. J'ai en partie répondu.
la gouvernance étant ce qu'elle est, la puissance anglo-saxonne et les actionnaires anglo-saxons étant ce qu'elle est, seul un noyau dur d'actionnaires long terme permet de résister aux trends trop court-termistes. Voilà ma réponse. Puisque nous n'avons pas de fonds de pension à la française, bien entendu. Pardonnez-moi, c'est une vieille obsession. Alors, peut-être... C'est l'homme politique qui parle. Moi, je ne suis... Oh, ce ne sont que de vieux souvenirs. Bon, mais j'aurais tendance à demander, justement, à l'entreprise de marché, donc à Euronext, et à l'association des directeurs financiers et du contrôle de gestion, mais bien sûr, président Pilenko, le président Chaussade peuvent intervenir à nouveau s'ils le souhaitent, peut-être de nous dire quelques mots pour conclure cet échange, parce que le développement du marché de Paris est très directement lié au développement de l'entreprise de marché et qui assure les cotations sur les différents marchés d'actions. Alors, tout à l'heure, je titillais qu'il m'en excuse, Jean-Louis Chaussade, à propos des différents compartiments. Et vous pourriez peut-être, Marc Lefebvre, nous dire comment vous envisagez le développement de ces compartiments de marché. Faut-il que le CAC 40 efface ou élude tout le reste? Et d'autre part, faut-il croire au romantisme des nouveaux marchés, de ce qui permettrait d'accéder en donnant une information simplifiée, qui serait néanmoins une information suffisante, etc. etc. Donc peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots à ce sujet. Et puis enfin, Philippe Audouin, sur l'œil qui est le sien et qui scrute ces différents marchés et les différents émetteurs. Alors, Monsieur le Sénateur, beaucoup de questions dans vos propos. Enfin, effectivement, en tant qu'ambassadeur de l'opérateur de marché, de l'entreprise de marché, je crois qu'il est important de rappeler qu'on est au cœur de cet écosystème entre les émetteurs et les investisseurs, donc les émetteurs qui sont très, très représentés évidemment ce matin, avec effectivement cette notion, et Benoît Potier le disait tout à l'heure, d'audace. On a vraiment vu cette année beaucoup d'audace qui sont liées à deux choses. Ce sont les résultats exceptionnels pour beaucoup des groupes que nous avons étudiés effectivement dans le cadre de ces travaux, mais également la vigueur de la bourse. Et la vigueur de la bourse, c'est très concrètement, 2014, la transformation de la réouverture du marché, mais également 104 milliards de financement. Donc c'est massif, on n'avait pas vu ces chiffres depuis l'entrée en crise, avec effectivement des éléments qu'on a bien en tête. C'est le retour de l'appétit au risque, que ce soit les investisseurs particuliers ou institutionnels, par exemple sur les introductions en bourse, et pour reprendre votre point sur les marchés peut-être plus petits, donc les PME et les ETI, ce sont des sursouscriptions de 3, 4, 5, 10 fois qui ont été effectivement, qui ont répondu présent à l'appel aux offres publiques. Mais c'est également évidemment le retour des investisseurs internationaux que vous avez tous constaté dans vos groupes. Si on prend la part des investisseurs américains, en 2 ans, c'est passé de 29% à 34% du CAC 40. Donc c'est massif. Les liquidités aujourd'hui sont massives. La bourse revient à son rôle premier qui est de financer nos économies et d'être au service de l'économie réelle. Donc effectivement, il est très important pour nous d'avoir différents marchés et d'avoir une gamme, une hétérogénéité pour permettre à nos émetteurs, on en a 1300 aujourd'hui en Europe, d'avoir effectivement un marché sur mesure pour le développement et avoir les éléments effectivement et surtout le financement pour développer sa stratégie. Donc c'est quelque chose de très important. Le début d'année est extrêmement positif. Si on donne une tendance, on fera abstraction des quelques jours de volatilité tout récents, mais c'est déjà 62 milliards par exemple comparé aux 104 milliards de l'an dernier de financement. Les PME reviennent en bourse, les ETI reviennent en bourse. C'était vraiment un phénomène 2015 intéressant. Et évidemment, le retour des grandes capitalisations que nous avions initié en 2013 s'est confirmé en 2014 et en 2015. Vous avez tous en tête, d'ailleurs c'est une bonne transition vers Philippe, tous en tête le nom des sociétés qui nous ont rejoints et qui ne sont loin d'être finis. Nous avons encore beaucoup de beaux dossiers. 2015 sera une année de référence. Merci. Effectivement, nous avons introduit 2 sociétés en bourse cette année qui sont Elis et Europcar.
et qui, pour l'instant, ont un parcours boursier tout à fait satisfaisant, voire très bon. Je voudrais dire un mot au nom de la DFCG, puisque nous sommes partenaires de Caroline Delamarnière et de Capitalcom sur ce prix. Pour des associations professionnelles comme les nôtres, la DFCG, c'est un peu plus de 3000 adhérents, représentant environ 1700 entreprises, dont probablement quelques centaines d'entreprises cotées. Ce prix est très important. Ça n'est pas, je dirais, c'est moins au fond un prix pour l'Assemblée générale qui vient de se passer, c'est-à-dire un regard sur le passé, que plutôt un levier pour l'avenir, parce que ce prix a une vraie vertu pédagogique, et pour nos associations, et je pense que c'est vrai aussi de l'IFA que préside Agnès Touraine, ça nous permet de faire passer des bonnes pratiques dans un cercle d'entreprises très large, beaucoup plus large que celles qui sont présentes aujourd'hui. Et on évoquait le besoin d'avoir des actionnaires de long terme. Nous avons malheureusement un tout petit peu en France d'actionnaires de long terme, qui sont les actionnaires individuels. Évidemment, Benoît Potier, l'Air Liquide, est la plus belle illustration d'une réussite de développement d'un actionnariat individuel. Je crois que c'est très important de préserver ces actionnaires individuels, et c'est aussi par des assemblées générales de qualité qui répondent aux attentes de ces actionnaires que l'on parvient et qu'on parviendra dans l'avenir à les fidéliser. En tant que membre de la commission émetteur de l'AMF, je me suis battu pour qu'on conserve la place des actionnaires individuels à l'occasion des introductions en bourse. Je crois qu'il faut non pas sous-estimer, il faut au contraire mettre en avant l'importance et le rôle des actionnaires individuels dans les entreprises. C'est à la fois un socle d'actionnaires, mais c'est aussi une vertu pédagogique pour associer plus largement les personnes à la marge des entreprises et à l'économie. Alors peut-être, sauf s'il y avait une chose absolument essentielle qu'un intervenant souhaiterait dire à présent, parce qu'il faut terminer une table ronde sans frustration de personne, donc je ne vois personne qui souhaite s'exprimer à nouveau. Et merci infiniment aux participants. Merci infiniment. Et cher Benoît Potier, peut-être voulez-vous dire le mot de la fin ?